Bonjour tout le monde. Heureuse d'être avec vous. Écoutez, dans les dernières semaines, de nombreuses voix se sont élevées en faveur d'une économie plus résiliente, plus respectueuse des humains et de l'environnement aussi. Et avec raison. Jamais dans l'histoire récente a-t-on eu un moment plus spécifique pour mettre en valeur le concept de résilience. Jamais on n'a su à quel point c'était important, ce concept-là. Et jamais l'histoire nous a donné meilleur momentum pour repenser notre société de demain, notre économie qu'on veut relancer le plus vite possible, mais sur des bonnes bases. La COVID-19 nous a fait réaliser la fragilité de nos systèmes, que ce soit l'approvisionnement en équipements, en médicaments, que ce soit aussi l'approvisionnement en aliments sains. Je pense qu'on n'a jamais autant parlé de souveraineté alimentaire. La crise a remis en perspective, finalement, qu'est-ce qui était essentiel versus ce qui ne l'est pas. Chose certaine, on veut redémarrer différemment. Je vais juste partager mon écran. On veut redémarrer sur de nouvelles bases. Et Femmes et Sœurs, l'organisation que je représente, a fait un sondage récemment auprès de 1080 femmes entrepreneurs à travers le Québec et réinventer notre économie pour qu'elle soit davantage alignée au développement durable faisait partie des 5 grandes priorités pour la relance économique. Mais il y a autre chose aussi que la COVID-19 nous a fait réaliser. Elle nous a rappelé que l'égalité femmes-hommes et que l'inclusion de la diversité n'était vraiment pas acquise. Au contraire, les inégalités se sont exacerbées à travers cette crise-là. Mais le problème, c'est que tout est interrelié. On ne peut pas espérer avoir une prospérité économique sans prendre soin de la santé des citoyens, sans préserver notre belle planète et sans s'assurer que tout le monde est inclus dans le monde d'aujourd'hui. Dans les 15 à 20 prochaines minutes, ça sera pas bien long. Voilà. Dans les 15 à 20 prochaines minutes, je vais aborder avec vous 3 questions. Qu'est-ce qu'on a besoin pour construire une société véritablement résiliente? Et pourquoi faut-il encore aujourd'hui parler d'inclusion et de diversité en affaires? Et troisièmement, comme entrepreneur, comme chef d'entreprise ou comme futur entrepreneur, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors, peut-être un petit mot pour me présenter. Tout d'abord, je suis Séverine Mabel, PDG de Femmes et Sœurs, présidente directrice générale d'une organisation qui se dédie entièrement au développement de l'entrepreneuriat féminin au Québec, et ce depuis 25 ans. Moi, je suis à la barre de Femmes et Sœurs depuis 3 ans. Et évidemment, à ce titre-là, j'ai souvent l'occasion, le privilège, même j'oserais dire, de m'adresser à différents publics pour parler notamment de la réalité des femmes dans le milieu des affaires et dans le milieu de l'entrepreneuriat. Femmes et Sœurs, c'est une organisation, comme je le disais, qui se voue entièrement à l'entrepreneuriat féminin, mais plus concrètement, ce qu'on offre, c'est du financement et de l'accompagnement pour les femmes entrepreneurs. Ce sont plus de 25 millions de dollars que nous avons à la disposition d'entreprises qui sont dirigées et détenues en tout ou en partie par des femmes. Depuis 2001, Femmes et Sœurs, avec ses partenaires d'investissement, dont le Fonds pour les femmes entrepreneurs FQ, on a soutenu financièrement plus de 1100 entreprises à propriété féminine, et que ce soit pour des projets d'acquisition, des projets de démarrage ou de croissance d'entreprise. À travers aussi nos multiples services d'accompagnement, nos activités de réseautage et de formation également, ce sont plus de 68 000 entrepreneurs qui ont été touchés par nos actions depuis 2001. Femmes et Sœurs, c'est aussi une belle équipe d'une 50aine de personnes, des professionnels passionnés par l'entrepreneuriat féminin qui travaillent dans 17 bureaux, donc dans les 17 régions du Québec. Notre ambition, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus d'entreprises à propriété féminine au Québec, et ça
pas seulement pour une raison économique, mais parce qu'on a aussi la conviction profonde que les entrepreneurs, hommes ou femmes, ont un grand pouvoir, celui de transformer la société, d'améliorer notre qualité de vie et de créer finalement un monde meilleur. Et notre raison d'être, Femmes et Sœurs, finalement, c'est quoi? C'est de donner aux femmes entrepreneurs les moyens de contribuer à la création d'un monde meilleur. En plus d'être PDG de Femmes et Sœurs, je suis aussi l'heureuse maman de 2 beaux garçons, 2 adolescents, Lucas, 16 ans, Raphaël, 14 ans, conjointe aussi de François Bégin. Il y a 2 choses aussi qui me passionnent dans la vie particulièrement. Premièrement, les voyages, la découverte des autres cultures. J'ai eu l'occasion d'habiter en Afrique pendant plus d'1 an, d'habiter aussi en Amérique latine, au Mexique et plus récemment au Costa Rica. Et ce que j'aime particulièrement de ces longs voyages-là, c'est cette possibilité de pouvoir vraiment m'intégrer et d'apprendre complètement d'une nouvelle culture. La deuxième chose qui me passionne le plus en ce moment, c'est la permaculture, un type donc d'agriculture que j'ai découvert lors de mon séjour au Costa Rica et qui permet de reconstruire des écosystèmes naturels généreux et productifs. François et moi, on a déménagé en Estrie il y a 2 ans sur une petite terre de 2 acres et dorénavant, on cultive nos légumes et nos fruits en tentant de mettre en pratique les principes de permaculture. Ça vient un peu vous en dire un peu plus sur mes valeurs environnementales. Je vais y aller comme ça. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on a besoin pour construire une société véritablement résiliente? Juste vous dire aussi, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à les poser. Je prendrai un temps à la fin de la présentation pour y répondre. Alors, qu'est-ce qu'on a besoin pour construire une société véritablement résiliente? Tout d'abord, commençons par voir c'est quoi la résilience. Alors, selon le Larousse, la résilience, c'est cette aptitude qu'a un individu à se construire et à vivre de manière satisfaisante en dépit des circonstances traumatiques. Et quand on le regarde d'un point de vue écologique, d'un point de vue plus large, eh bien, c'est la capacité d'un écosystème ou d'un groupe d'individus à se rétablir après une perturbation extérieure. Ça peut être un incendie, une tempête, un défrichement ou encore une pandémie. Il y a quelques semaines, ma passion pour l'agriculture m'a amenée à regarder un film documentaire sur Netflix. Le documentaire qui s'appelle The Biggest Little Farms. Et ce film m'a particulièrement inspirée pour la rédaction de cette conférence, puis je vous explique pourquoi. En fait, le film raconte l'histoire vécue d'un couple qui souhaitait acquérir une ferme, retourner vers la terre et vivre davantage en harmonie avec la nature. Comme bien des gens, on se rêve, on dirait de plus en plus, puis particulièrement récemment. Alors, ils ont fait l'acquisition d'une terre de 200 acres qui servait autrefois à la culture intensive d'avocats et de citrons. Quand ils ont acheté la terre et qu'ils sont aménagés, ils ont réalisé rapidement que la terre était complètement appauvrie, en fait, par des années de culture intensive avec pesticides et tout ça. Et ils se sont donné le défi de reconstruire une ferme beaucoup plus en harmonie avec la nature, avec des méthodes d'agriculture biologique. 8 ans plus tard, la ferme est complètement transformée. On compte aujourd'hui 75 variétés d'arbres fruitiers, un immense potager maraîcher, des animaux de toutes sortes, en fait. Ils font l'élevage de cochons, de vaches, de poulets, de volailles, de lapins, bref, toute une variété de plantes et d'animaux. Et ce qui est merveilleux, ce qu'ils ont réalisé, en fait, c'est que leur travail leur a permis de construire une ferme qui est aujourd'hui extrêmement productive et extrêmement résiliente face à la sécheresse, face à des pluies diluviennes, face à l'arrivée massive de certains insectes ou animaux. Ce qu'on peut retenir comme leçon
de ce documentaire-là, c'est que la clé pour construire un écosystème résilient se résume en 3 mots. Diversité, diversité, diversité. C'est la diversité de toutes les plantes, des animaux et leur travail en commun qui ont permis à ce couple-là de reconstruire une ferme productive et en harmonie avec la nature. Et je me suis posé la question, et si c'était la même chose pour notre économie? Si pour construire une économie véritablement résiliente, est-ce qu'il ne fallait pas plus de diversité? Alors, 3 éléments essentiels selon moi pour construire une économie véritablement résiliente. La première, c'est de miser sur la créativité et l'innovation des entrepreneurs et futurs entrepreneurs. Vous qui m'écoutez peut-être en ce moment. Les entrepreneurs, je l'ai dit au début de la présentation, sont des game changers. Ils ont le pouvoir de créer des entreprises qui transforment les pratiques d'affaires, qui proposent des solutions concrètes aux multiples enjeux auxquels on fait face. Ils ont aussi l'agilité, la rapidité, l'audace, l'innovation de créer tout ça. Et j'ai envie de dire, dans le domaine des technologies, c'est encore plus vrai. Les technologies proposent des outils, des solutions qu'on utilise déjà et qu'on va utiliser dans le futur pour améliorer notre qualité de vie et, je l'espère, pour améliorer la qualité de l'environnement. Le deuxième élément sur lequel miser pour reconstruire notre économie, qu'elle soit résiliente, c'est d'aligner notre économie aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Ces 17 objectifs-là et les 169 cibles qui sont inclus à l'intérieur de ces objectifs-là ont été élaborés par des leaders à travers le monde et font consensus au sein de 193 pays. Tout ça dans un but ultime, sauver la planète. On ne peut plus se permettre de laisser ces 17 objectifs-là sur les tablettes parce que malheureusement, on n'en entend pas suffisamment parler. Et pourtant, on a là un guide clair sur comment mieux travailler dans les prochaines années pour répondre aux différents enjeux. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas davantage aligner notre économie à ces 17 objectifs-là? Et au fond, c'est quoi notre économie? C'est qui notre économie? Bien, ici au Québec, 98% de notre économie est composée de petites et moyennes entreprises, des PME. Imaginez la force de l'impact que pourrait avoir ce 98%-là d'entreprises si elles s'alignaient davantage aux 17 objectifs de l'ONU. Et c'est faisable. C'est faisable. J'ai plein d'exemples pour vous. Je vais vous en nommer un peu plus tard. Alors, si vous êtes entrepreneur, je vous invite à vous poser cette question-là. Comment votre entreprise peut répondre à au moins un de ces 17 objectifs-là? Il n'est pas trop tard pour y penser. Et le troisième élément, et puis c'est celui sur lequel je vais davantage me pencher aujourd'hui, bien évidemment, c'est de promouvoir et de développer le plein potentiel de chacun à travers la diversité et l'inclusion. Comme dans le cas de la ferme en Californie, je suis convaincue que notre économie peut être vraiment plus résiliente si elle est à l'image de chaque personne qui compose notre société. Alors, mais pourquoi faut-il encore aujourd'hui parler d'inclusion et de diversité en affaires aujourd'hui, en 2020? Il me semble que la question de l'égalité femmes-hommes devrait être réglée. Il me semble aussi que la question de la diversité devrait être réglée. On est, il me semble, en Amérique, des peuples modernes, des peuples ouverts. On n'est pas racistes. En passant, ce dessin-là a été fait par mon fils, Lucas, mon petit artiste. Donc, l'actualité nous rappelle constamment qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour créer une société qui est véritablement inclusive, autant pour les femmes que pour les communautés culturelles. Et je pourrais ajouter aussi les personnes LGBT, les personnes handicapées. Mais commençons par les femmes, juste pour le plaisir.
Et si j'ai bien compris, le Campus Party, cette conférence-ci, c'est une conférence pour les jeunes, donc vous devez être plusieurs jeunes à m'écouter, je l'espère. Et il me semble que ce serait logique de penser que les jeunes sont plus ouverts et plus inclusifs que la génération précédente, pas vrai? Je ne veux pas vous choquer, mais je vais vous montrer une statistique. En 2019, au Canada, à peine 10% des jeunes de moins de 24 ans imaginent une femme lorsqu'ils pensent à une PDG. Cette statistique-là vient d'un rapport qui a été fait par Plan Canada, un large sondage mené auprès de 2200 jeunes entre 14 et 24 ans. Et les jeunes filles, autant que les jeunes hommes, imaginent davantage un homme PDG pour deux raisons. La première, c'est que les hommes, selon elles, dégagent davantage de confiance en soi et c'est une qualité essentielle qui a été nommée par les jeunes pour être un bon PDG, donc d'avoir confiance en soi. Et le deuxième élément qui jouait en défaveur des femmes, c'est cette perception-là que les femmes étaient plus émotives et donc peut-être moins habilitées à prendre des décisions froides. Eh bien, il faut se rendre à l'évidence qu'on vit encore aujourd'hui dans une société qui est hautement stéréotypée. Puis nos jeunes, la perception des jeunes est beaucoup façonnée par ce qu'on leur projette dans les médias, parce qu'on leur projette à travers les modèles. On va y revenir un peu plus tard. Alors, tout ça, ça génère évidemment des statistiques qui nous démontrent que les écarts continuent à se creuser entre les hommes et les femmes. Les écarts persistent. Et si on regarde simplement au niveau des entreprises les plus influentes du Canada, sur les 100 entreprises les plus influentes du Canada cotées en bourse, une seule PDG, ici au Canada. Au Canada aussi, seulement 16% des entreprises appartiennent à des femmes, entièrement à des femmes, alors qu'il y en a 64% qui appartiennent entièrement à des hommes. Et dans les entreprises numériques, il y a des écarts de revenus importants entre les femmes et les hommes entrepreneurs. On parle de 58% d'écart entre le salaire d'une femme et d'un homme pour le même type de travail, le même type d'entreprise. Et cet écart-là, si elle était comblée, pourrait générer 88 milliards de plus dans l'économie canadienne. Une autre statistique qui, moi, m'interpelle beaucoup comme organisation de financement, eh bien, 47% des femmes dans l'industrie numérique trouvent encore difficile de sécuriser du financement, alors que 67% des hommes entrepreneurs trouvent que c'est plutôt facile de sécuriser du financement. Et pourtant, les entreprises qui présentent une forte proportion de femmes au niveau de leur direction affichent des meilleurs rendements. On parle de 36% de plus de rendement en bourse. On parle aussi de 19% de plus de revenus, plus d'innovation également, une plus grande responsabilité sociale des entreprises, plus qu'il y a de femmes autour de la table et plus les entreprises se préoccupent de changer de s'attaquer au changement climatique. En fait, les femmes seraient plus décidées que leurs homologues masculins à s'attaquer au changement climatique. Voilà donc autant de bonnes raisons pour inclure davantage de femmes dans les rôles décisionnels des entreprises ou en entrepreneuriat. La réalité est similaire pour la diversité ethnoculturelle. Quand on regarde à Montréal, 23% de la population montréalaise est issue d'une communauté culturelle et seulement 5% des postes de haute direction sont occupés par une personne de la diversité. Les personnes de la diversité ont aussi une plus grande difficulté à obtenir du financement, des services de soutien, et cette réalité-là, elle est encore plus vraie du côté des femmes entrepreneurs de la diversité. Et pourtant, c'est un potentiel qu'on ne peut pas se passer. Quand on parle de redémarrer la planète sur des nouvelles bases, il faut s'assurer que tout le monde y est. Et ça tombe bien parce que les personnes nées hors Québec sont 2 fois plus nombreuses à avoir l'intention de se partir en affaires et à se mettre en action. Aux États-Unis, les femmes racisées représentent 39% de la population, mais 89% des nouvelles entreprises créées quotidiennement
chez les femmes. Donc, il y a un potentiel immense dont on ne peut pas se permettre de mettre de côté. Quand on regarde en technologie, même chose. 5% des entreprises technologiques ont une femme comme fondatrice ou directrice générale. C'est minime. Et les femmes représentent seulement 20% des employés aussi dans le secteur des sciences et technologies. Puis ces statistiques-là, malheureusement, ne font que descendre. Et c'est quoi les conséquences de ça? Quand il n'y a pas suffisamment de femmes autour des tables décisionnelles, eh bien, la technologie ou les nouveaux produits, les nouveaux services sont designés, réfléchis par des hommes qui réfléchissent selon leur propre expérience. Et c'est normal, on ne peut pas leur en vouloir. Mais ce que ça fait concrètement, ce qu'on a vu dernièrement, c'est des assistants numériques qui ont des préjugés racistes ou sexistes, des outils de recrutement qui ont des préjugés également sexistes, des moteurs de recherche, des systèmes de reconnaissance faciale qui ne fonctionnent pas bien avec les femmes. Ce qui est encore plus alarmant, c'est des statistiques comme celle-ci, donc des femmes qui ont 47% de plus de chances d'être blessées graves dans un accident de route et 17% de plus de chances de mourir dans un accident de route. Pourquoi? C'est parce que les essais routiers ont été faits avec des mannequins qui avaient le gabarit d'hommes. Et celle-là est un peu plus cocasse, mais pas tant non plus, considérant les montants d'argent qui sont investis dans ce genre de mission-là. Mais la première sortie 100% féminine dans l'espace qui a été annulée. Pourquoi? Parce que les combinaisons d'astronautes étaient trop grandes pour les femmes et les toilettes n'étaient pas adaptées. C'est ça que ça fait quand il manque de femmes autour des tables décisionnelles, autant dans les entreprises technologiques que les autres. Et la COVID-19, là-dedans, n'a pas amélioré les choses. Au contraire, elle a accéléré, exacerbé les inégalités. Les femmes ont été et sont toujours sur tous les fronts. Elles sont dans la majorité des emplois à risque, comme préposées, infirmières. C'est beaucoup elles qui sont au front. Elles sont aussi beaucoup dans les services essentiels. Donc, pensons aux caissières, par exemple, dans les épiceries. C'est souvent des femmes. Elles sont aussi propriétaires de bon nombre d'entreprises qui sont particulièrement fragilisées par la crise, donc autant dans le secteur de la restauration, de l'hébergement, du commerce de détail, des services à la personne. Et on ajoute à ça des responsabilités familiales qui se sont ajoutées, qui ont été augmentées. Et ce n'est pas qu'une perception, c'est vraiment documenté par différentes études. Mais cette expérience-là, dans la crise, qui est unique aux femmes, est aussi une occasion de reconstruire la suite différemment, en autant qu'on leur laisse une place autour de la table de réflexion. On a là l'occasion, je pense, de renverser les tendances. On a l'occasion de reconstruire quelque chose sur des nouvelles bases, une économie qui est repensée en incluant, dès maintenant, la vision des femmes et leur point de vue unique dans le plan de relance. J'espère sincèrement qu'on ne va pas manquer de bateau. Alors maintenant, comme entrepreneur, si on tombe dans le concret, comme entrepreneur, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Différents éléments. Alors, premièrement, évidemment, repensez votre modèle d'affaires pour l'aligner aux objectifs de développement durable. Ou si vous n'avez pas encore lancé votre entreprise, pensez-y. Honnêtement, une entreprise qui n'est pas respectueuse des personnes et de l'environnement dans les prochaines années ne pourra pas survivre, ne pourra pas connaître le succès qu'elle pourrait avoir. Je vous nomme quelques exemples ici d'entreprises qu'on finance chez Femmes Essor dans le domaine des technologies qui ont un impact sur ces différents objectifs-là. Donc, tout d'abord, technologie Ecofix, dont vous voyez la fondatrice à l'écran, Marisol Labrec. Technologie Ecofix, qui est une technologie d'assainissement des eaux, donc une entreprise qui permet d'améliorer les systèmes d'assainissement des eaux, en fait, propose un système d'assainissement des eaux qui est complètement écologique, avec des produits biologiques, non nocifs pour l'environnement. Évidemment, partout sur la planète, on a besoin d'eau potable et cette entreprise-là connaît déjà du succès au-delà de nos frontières et risque de croître encore plus dans les prochaines années. Ananda Device, Margaret Magdesian, une entrepreneure qui est née hors Canada, qui est arrivée ici, qui a étudié à l'Université McGill et qui a développé une microcellule informatique dans laquelle elle a réussi à répliquer le cerveau humain et qui permet aujourd'hui de tester des médicaments
pour des maladies, entre autres, neurologiques. On pense entre autres à l'Alzheimer. Et qui peut vraiment permettre de trouver des solutions plus rapidement et de façon non invasive et sans utiliser nécessairement les animaux pour améliorer la santé des gens. Donc, évidemment, une entreprise florissante. On voit Margaret un peu partout. Elle est hyper inspirante. Si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller voir son entreprise. Troisième entreprise, Iluxi, Geneviève Deshôtels. Iluxi, qui est une plateforme informatique, une plateforme en fait de formation immersive sur différents sujets. Donc, à la base, ça n'a pas été créé nécessairement dans le but de contribuer aux objectifs de développement durable, mais Geneviève Deshôtels utilise son entreprise, utilise son nom et sa plateforme pour développer des meilleurs leaders, des meilleurs humains. Donc, vraiment une belle entreprise aussi qui a su s'ajuster et qui contribue directement au développement durable. Je poursuis parce que le temps presse et je sais qu'il y a quelques questions. Deuxième élément, promouvoir la diversité, l'équité et la parité au sein de nos entreprises. Si vous êtes un chef d'entreprise, vous êtes la personne qui est responsable de promouvoir ça au sein de votre entreprise. Et je le répète, ce n'est pas les femmes qui font que c'est meilleur, c'est la diversité qui font que c'est plus performant. Troisième élément, être conscient et combattre les biais et les préjugés. Combien de femmes entrepreneurs, notamment dans le secteur des technologies, qui m'ont dit « Je me suis encore fait demander, il est où ton programmeur, il est où ton président, il est où ton patron? S'il vous plaît, il faut réussir à passer outre ça. On a tous un rôle à jouer pour être davantage conscients de nos propres biais. » Et le dernier élément, faire rayonner des modèles, c'est en mettant de l'avant des personnes qui sont sous-représentées en entrepreneuriat, comme les femmes, comme les personnes issues des diversités culturelles, qu'on va pouvoir amener les jeunes à réfléchir autrement, puis surtout à se dire elles-mêmes qu'elles peuvent un jour évoluer dans ces différents secteurs-là, notamment en technologie. Et on veut mettre aussi de l'avant des entrepreneurs qui changent le monde. C'est sûr et certain qu'ils vont inspirer les autres à en faire autant. Je vais vite, mais je termine là-dessus. Imaginons si 2 personnes ont réussi à transformer 200 acres de terre aride en un magnifique écosystème diversifié, productif et surtout résilient. Imaginons ce que tous ensemble, on pourrait accomplir pour redémarrer la planète sur de nouvelles bases. Merci. Mes coordonnées sont en haut ici. N'hésitez pas à m'écrire par la suite si je n'ai pas le temps de répondre à toutes vos questions. Alors, je vais prendre dorénavant vos questions, mais je ne les vois pas. Je pensais les voir. Ah, voilà. Comment informer les jeunes de l'importance de la diversité en entreprise et comment les impliquer? C'est une excellente question. Je reviens à mon troisième point. Au-delà d'informer, je pense qu'il faut leur montrer des modèles concrets. Parce que juste leur dire, les informer que ça existe, qu'il y a de la place pour eux, ce ne sera pas suffisant. Ils vont vouloir le voir. Alors, quand on est capable de mettre de l'avant des modèles d'entrepreneurs, des modèles d'entreprise, des employés au sein d'entreprises qui sont issus de la diversité, c'est là où on lance un message clair aux jeunes pour leur dire qu'ils ont de la place un peu partout dans le monde des affaires et qu'ils peuvent réussir dans des secteurs comme les technologies, par exemple. Une autre question? Quel regard avez-vous sur l'entrepreneuriat féminin dans les autres pays où vous avez vécu par rapport au Canada? C'est aussi une excellente question et c'est évidemment très différent l'Amérique latine par rapport à l'Afrique. Je vous dirais qu'en Afrique, il y a une culture entrepreneuriale chez les femmes qui est très, très forte. En fait, les femmes sont massivement dans le milieu entrepreneurial, mais elles le sont de façon informelle. Et c'est un des problématiques majeures, en fait, dans ces pays-là, c'est justement ce fait-là qui est informel. Mais ce qui est intéressant, puisque les études démontrent, c'est que les femmes dans les pays en développement, que ce soit en Afrique ou en Amérique latine, dès qu'elles ont accès à l'entrepreneuriat, d'où la promotion, par exemple, des programmes comme les microcrédits, il y a un impact immédiat sur l'amélioration de la qualité de vie autour d'elles, dans leur communauté, une amélioration aussi au niveau de l'éducation de leurs enfants. L'impact des femmes en entrepreneuriat est immense, encore plus, je pense, dans les pays en voie de développement qu'ici au Canada. Alors, il faut continuer absolument à encourager toutes les mesures, tous les programmes qui visent à mettre en valeur les femmes et surtout à les soutenir, les outiller pour qu'elles puissent se lancer en affaires, peu importe sur la planète. Elles vont contribuer à changer le monde.
Je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'il est 16h30. Je ne sais pas si on a le temps pour une dernière question. Sinon, écoutez, je vous remercie infiniment pour votre écoute. Ça a passé vraiment vite. Je demeure disponible par Internet, sur LinkedIn. Je suis disponible aussi pour répondre à d'autres questions. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous êtes une femme, vous avez envie de vous lancer en affaires ou vous êtes déjà en affaires. Femmes et Sœurs est là aussi pour vous soutenir et pour vous accompagner tout au long de votre parcours entrepreneurial. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée et surtout un bon événement.